Terrasilia, redécouvrez votre lien au vivant. Bonjour, Thomas Busini. Nous sommes ici en forêt à Torgny, donc dans le sud de la Belgique, pour parler de l'écothérapie. Thomas, tu es président depuis peu de l'association Terrasilia et tu es avant tout docteur en psychologie, psychologue et psychothérapeute, et tu es aussi instructeur de pleine conscience. Aujourd'hui, l'idée, ce serait, si tu peux nous parler un petit peu de ta pratique en écothérapie. Avec plaisir. Merci Charlotte. Avant tout, peut-être, qu'est-ce qui m'a amené d'un doctorat en psychologie à l'écothérapie. Je pense que j'ai toujours été en contact avec la nature. Je suis belge à la base, même si j'ai passé beaucoup de temps en France ces dernières années, et mes parents habitaient en lisière de forêt. Et donc j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps dehors. Mes parents aimaient beaucoup marcher, et donc ils m'invitaient à les suivre dans des randonnées en forêt, à la montagne, avec plus ou moins d'enthousiasme de ma part. Mais en tout cas, ça m'a donné le goût de l'expérience. Et puis j'ai aussi eu la chance de faire partie de mouvements de jeunesse en Belgique. Et en tout cas, il y a quelques années d'ici, quand j'en faisais partie, on aimait beaucoup mettre au cœur de nos jeux, nos animations, la nature. Et donc, on a été ainsi amené à construire des nichoirs pour des oiseaux, ou à réaménager une mare à tritons. Enfin, en tout cas, voilà, cet attrait pour le vivant, pour les arbres, la forêt, mais j'ai un peu grandi dedans. Et puis après, effectivement, j'ai eu une carrière académique avec une thèse de doctorat, avec des années de recherche. Et finalement, je me suis dit que tout ça me manquait. Et quand j'ai recommencé à travailler en clinique avec mes patients, eh bien, j'ai été attiré par le fait de les amener dehors. Et ça s'est surtout matérialisé lorsque j'ai suivi mon parcours de formation en tant qu'instructeur de pleine conscience, parce que tu le sais, il y a une journée dans les programmes MBSR, MBCT qui sont dédiés à être dehors, hein, pratiquer en extérieur. Et là, ça a vraiment résonné. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à creuser. Et donc, avec mes groupes, je sortais ainsi régulièrement dans le cadre de mes programmes. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais pourquoi pas aussi sortir en individuel avec mes patients. Et donc, après, j'ai eu d'autres rencontres, la rencontre avec Egide Altenlo, qui m'a formé à la walking thérapie, et puis avec Yann Desbros, qui m'a formé à l'éco-psychothérapie. Et donc, petit à petit, ça m'a amené à formaliser de plus en plus mes accompagnements en extérieur, et pour m'amener carrément aujourd'hui à ne plus avoir de cabinet fixe et essayer de favoriser au maximum mes accompagnements dehors, dans le vivant, dans la nature. Merci. Alors justement, comment ça se formalise pour toi cette pratique en extérieur Au début, donc j'étais installé à Toulouse, donc j'ai travaillé pendant 12 ans à Toulouse, et j'avais un cabinet qui était pas très loin d'un parc. Et donc, je me suis promené un peu autour du cabinet. J'ai trouvé que ce parc était assez bien adapté parce que pas très fréquenté, et puis suffisamment vaste pour pouvoir y marcher, y déambuler. Et avec un petit chemin en cul-de-sac qui y menait, donc pour aller du cabinet jusque là, c'était discret, c'était pas dangereux, donc c'était pratique. Et donc, c'est vraiment là que j'ai fait mes premières expériences, on va dire. Et donc, parfois, le patient venait jusqu'à mon cabinet, puis on décidait ensemble d'aller dans le parc. Et parfois, carrément, on avait décidé la séance d'avant de se donner rendez-vous directement sur place. Donc, j'ai pas mal appris et pratiqué dans ce parc dans lequel, soit on se promenait, enfin, il y avait comme un chemin de ronde, donc on faisait des tours, mais on pouvait aussi s'arrêter, s'asseoir à certains endroits lorsqu'on voulait approfondir un sujet. Et puis là, j'ai quitté Toulouse et maintenant j'habite en Bretagne. Et là, je m'adapte en fait. Je peux aussi bien faire des séances en forêt que au bord de l'océan, dans des parcs. Et aujourd'hui, le dispositif peut-être que j'apprécie le plus, c'est les séjours thérapeutiques immersifs en résidentiel.
D'accord. Je trouve que ça apporte vraiment une dimension très riche dans le travail avec les patients. Premièrement parce que ils sont là pour plusieurs jours. On n'est pas sur un format 45 minutes clairsemé dans la vie du patient pendant toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ici, ils sont là 4-5 jours. Et donc, forcément, plus confrontés à eux-mêmes. Et puis la distance par rapport au quotidien, je trouve, est intéressante aussi, ce qui permet d'éviter que le patient ne soit ne puisse trop utiliser ses stratégies habituelles. Et donc, le changement de perspective est plus possible. Et puis le travail du groupe, quoi. Pour moi, c'est vraiment un potentialisateur, un activateur du travail thérapeutique que je trouve assez génial. Donc voilà, un peu comment je travaille selon ces différents formats. D'accord. Quand tu dis ça, juste, je me dis donc pour toi, il y a le groupe qui peut avoir cet effet thérapeutique. Donc il y a toi dans l'approche que tu vas proposer, et puis il y a l'environnement. Est-ce que tu peux juste préciser dans quel type d'environnement tu pratiques ces séjours immersifs? Oui, et en fait j'essaie chaque fois de trouver des environnements suffisamment immersifs et suffisamment proches des endroits où on loge pour passer le plus de temps possible en nature. Et j'essaie de trouver des biotopes variés. Voilà, où on peut avoir en même temps des espaces à couvert qui créent plus d'intimité, puis certainement des espaces qui s'ouvrent, où on peut prendre de la hauteur, que le regard puisse se projeter dans de la perspective. Donc voilà, ce que je recherche en général, c'est la proximité du lieu d'hébergement pour qu'on puisse aussi se replier en cas d'intempérie, et le fait qu'il y ait de la variété. Et aussi de l'intimité, donc pas forcément des lieux très fréquentés. Par exemple, j'irai pas dans la forêt de Brocéliande où je sais qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de tourisme. Je choisirais des lieux peut-être un peu plus reculés pour qu'on puisse être dans l'intimité de ce travail. D'accord. Du coup, au niveau des bénéfices, on va parler un petit peu des bénéfices, alors à la fois du côté des patients, mais aussi de ton côté. Quels sont les bénéfices que tu retires toi-même de cette pratique? Ok. Je dirais tout d'abord pour le patient, ce que j'observe, c'est un vrai bénéfice en termes de retour dans le temps présent. Voilà, donc moi je remarquais beaucoup dans le travail au cabinet que mes patients étaient beaucoup dans la narration, dans la répétition, ou dans il s'est passé ça dans le passé, je suis coincé, etc. Là, ce que j'aime, c'est que en fait, il y a des auteurs comme le couple Kaplan et Kaplan qui dit que la nature amène une fascination douce. Et donc ça permet vraiment d'amener l'attention à se réinscrire dans le moment présent, mais en douceur, sans forcer. Et ça, je remarque qu'il y a vraiment déjà quelque chose qui se pose, quoi. Quand je propose à mes patients, au début, on commence souvent par une petite papote, et là, on est un peu comme dans le processus habituel. Puis à moi, je proposais qu'on se taise quelques instants et juste qu'on respire et qu'on voit où on est. Et là, tout de suite, quelque chose qui se pose, quoi. Donc ça, je trouve que c'est chouette parce que ça ramène vraiment le processus dans le moment présent. Ensuite, moi, ce que j'aime, c'est que la nature offre vraiment un éveil sensoriel et émotionnel. On voit plein de choses, on entend plein de choses, on peut toucher, on peut respirer, et finalement, ça réveille plein de choses chez les patients. Et par exemple, des patients un peu éteints, tristes, dépressifs, ou après un burn-out ou un effondrement, il y a quelque chose qui peut se réveiller, quoi, au contact de la nature, et ça, je trouve ça très joli. Et ça, j'avais peu ça en cabinet, forcément. Et donc tout ce travail sensoriel, émotionnel, je trouve qu'il est très très chouette en nature. Et aussi bien pour calmer des choses, apaiser, comme aussi parfois pour exprimer, pouvoir crier sa colère, ou bien quelque chose va nous faire peur, exprimer sa peur. Enfin, voilà, je trouve que ça c'est vraiment chouette. Et puis alors la matière symbolique, ça, je trouve qu'en psychothérapie, on aime bien amener le patient un peu à se projeter, à élaborer, essayer de trouver d'autres manières de vivre l'expérience. Et je trouve que la nature, elle nous renvoie plein de choses. Donc je vais voir une branche cassée, je vais voir un arbre déraciné ou une mare asséchée, ça peut me renvoyer à mes propres déracinements, mes propres cassures, mes propres assèchements, et souvent
voilà, l'émotionnel est là et le fait que ça renvoie quelque chose permet au patient vraiment de parler de lui en voyant ça. Et puis parfois aussi, et si j'allais voir derrière, sur le côté, là, qu'est-ce que j'en verrais? Chose qu'on peut parfois pas faire de sa propre vie, quoi. Moi, je peux pas trop me retourner derrière moi et me dire comment je le verrais si j'avais les yeux derrière la tête. Mais là, je peux tourner autour et dire, ah oui, mais finalement, cette souche qui m'a l'air morte, elle est pas vraiment morte. Et donc dire, peut-être que moi non plus, finalement. Enfin, voilà. Donc ça, je trouve que cette matière symbolique, elle est super. Et puis la nature, elle nous apprend plein de choses. Enfin, moi, chaque fois, je suis émerveillé de voir comment un arbre il pousse. Et par exemple, un arbre que j'ai l'impression qu'il a poussé de travers, finalement, je me dis, en fait, il a pas poussé de travers, il s'est adapté. Il a trouvé sa meilleure orientation. Et moi, ça résonne, ne serait-ce que pour moi. Hein. Parfois, j'ai eu l'impression dans ma vie de pousser de travers. C'est sûr que quand j'ai arrêté ma carrière de chercheur et que j'ai dit que quelques années après, je faisais de l'écothérapie, certains me regardent un peu bizarre, comme disant, il s'est un peu perdu en chemin. Mais je me dis, non, c'est peut-être moi ma manière de pousser. Et je pense que mes patients, ça leur fait du bien aussi de voir qu'il y a plein de manières de pousser, qu'on n'est pas toujours obligé d'être droit, de suivre le chemin habituel. Et ça, la nature nous le montre aussi et je trouve ça super. C'est important ce que tu énonces parce que ça renvoie peut-être à cette idée de la nature finalement qui fait office un peu de levier thérapeutique. Tout à fait. C'est une triangulation en fait. Quand tu travailles en nature avec le patient, on est trois. Donc il y a moi, il y a le patient et puis il y a mon co-thérapeute. Mon co-thérapeute, c'est l'environnement et en fait on est deux et bien souvent c'est l'environnement qui travaille plus que moi. Donc moi je m'efface un peu et c'est vraiment cette triangulation qui est très riche, je trouve. Et du coup, ça, c'est un des bénéfices justement pour le thérapeute de pouvoir s'effacer un petit peu ou... Oui, forcément, tu as raison. Tant en cabinet, après une journée de travail, on peut être fatigué, usé parce que on a entendu beaucoup de souffrances et qu'on ne peut pas toujours prendre la distance qu'il faudrait. Et le fait de le faire en nature, déjà, nous, on respire, quoi. Déjà, je marche avec le patient, je prends un bol d'air avec lui, et puis aussi quelque chose qui est chouette, c'est cette fameuse posture du côte à côte. Dans le cabinet, on est dans le face-à-face, à soutenir le regard du patient, mais aussi à être dépositaire de sa souffrance et de tout ce qu'il nous livre. Là, tout ça est livré à quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, et en marchant côte à côte, voilà, on se sent moins dépositaire et responsable parfois de ce que le patient nous livre, et ça se dilue dans quelque chose de plus grand. Donc ça je le vis et puis je le lis aussi et je l'entends de la part d'autres personnes qui pratiquent. Voilà, à la fin d'une journée, on est moins fatigué, on se sent moins chargé, moins envahi, et puis on s'est aussi ressourcé parce qu'on a marché, on a respiré, on a aussi eu toutes ces bonnes molécules volatiles qui font du bien quand on marche en forêt. Donc finalement on est aussi nourri nous et donc tout le monde en retire des bénéfices, quoi. Ok, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes bases, de ton substrat théorique et pratique, comment ça se construit ou comment ça s'est construit pour toi Oui, tu as raison de me ramener là-dessus parce que quand on va en nature avec un patient, on fait pas n'importe quoi. C'est une promenade. C'est ça. Ça c'est pas parce que j'en ai marre et que du coup j'ai envie de faire une pause, je dis tiens, on va aller se promener. Je me promène pas. Et donc j'ai toujours en tête en fait mon intention avec le patient, qu'est-ce que je vais travailler avec lui en fonction de ce qu'il m'a raconté, en fonction de ses demandes, de ses attentes. Et du coup, je raccroche forcément ça à mon référentiel théorique avec lequel je me suis formé. Et moi, je suis particulièrement fan des thérapies cognitives comportementales de 3e génération, les thérapies de pleine conscience, les thérapies d'acceptation d'engagement et la thérapie fondée sur la compassion, que j'aime aussi beaucoup. Et en fait, ça se travaille tellement bien dehors. La pleine conscience, la nature, c'est une ode à l'instant présent. Donc, c'est tout indiqué. L'acceptation et l'engagement, oui. Enfin, on voit que la nature, elle est tout le temps obligée d'accepter ce qui lui arrive et elle s'engage pour quand même trouver sa voie. Et donc, voilà, quand on travaille l'acceptation et l'engagement avec le patient, c'est qu'est-ce que moi aussi je peux accepter dans ma vie, comment je peux m'engager. Et en plus, ce qui est chouette quand on est en écothérapie, c'est que le corps, il est en mouvement. Donc, l'engagement, il peut se faire pour de vrai, quoi. Et on dit souvent en thérapie, c'est quoi le premier plus petit pas que vous pourriez faire? Là, le patient, il peut le faire, quoi, son premier petit pas. Et on imagine là-bas, c'est ton objectif. Si tu le faisais, si vous le faisiez, qu'est-ce que ça fait dans le corps? C'est quoi les résistances? Donc ça, c'est vraiment super de pouvoir le faire dehors dans cette manière-là.
Et puis au niveau de la compassion, voilà, moi je pense que c'est chouette aussi de pouvoir amener certains moments le patient, de se dire un endroit qui vous fait du bien, un endroit qui vous rassure, qui comble quelque chose dont vous auriez besoin. On peut aussi travailler ces côtés-là, ce côté baume, ce côté apaisement qu'on travaille en compassion. La nature peut être un espace compassionné pour nous et on peut s'y ressourcer. Et puis nous, lui aussi, en retour, lui donner notre propre compassion. Enfin, voilà. Donc, de ce référentiel théorique duquel je m'inspire, je trouve que ça s'intrigue vraiment bien dans le travail qu'on fait en nature avec les patients. Oui, d'accord, super. Tu pourrais nous relater, enfin, je ne sais pas si tu as une illustration, un cas, enfin quelque chose qui t'a marqué justement dans ta pratique en écothérapie. Ouais, je pourrais vous parler d'une personne que j'ai eue lors d'un séjour thérapeutique. J'animais une retraite que j'avais appelée Nature et Compassion. Et je vais l'appeler Sophie pour garder son anonymat. Cette personne, Sophie, était venue envoyée par son psychiatre. Et en fait, elle m'explique qu'elle a une pathologie vasculaire et que cette pathologie vasculaire provoque des acouphènes terribles chez elle. Et elle m'explique qu'en fait, elle habite Paris et dans son quotidien, elle fait tout ce qu'elle peut pour éviter d'être au contact de ces acouphènes. Et donc, elle se suractive, elle écoute tout le temps des trucs pour couper le contact avec les acouphènes. Et là, son psychiatre lui dit écoutez, je vous trouve fatigué, tendu, sur le petit bord là, et ça vous ferait du bien d'aller faire une retraite avec Thomas Busigny. Là, on se connaît avec le psychiatre et il connaît mon travail. Et en fait, elle a accepté. Et donc, on avait eu un contact téléphonique avant. Je lui ai dit écoutez, moi, je trouve que ça serait adapté. Et donc, elle est venue. Mais au début de la retraite, j'annonce qu'il va y avoir un temps de silence de 36 heures. Et là, elle vient me voir à la pause. Elle me dit je suis terrifiée. 36 heures de silence, mais pour moi, c'est pas possible. Je vais mourir. Elle me dit carrément, je ne vais pas y survivre. Donc, elle m'annonce, ça va mal se passer. Oui. Et je lui dis, écoutez, on verra. En tout cas, moi, je suis à votre disposition. Je pense que l'expérience est chouette à tenter. Et rassurez-vous, j'ai l'habitude, je ne suis pas inquiet. Mais en tout cas, je suis à votre disposition si vous avez besoin de moi. Et donc, finalement, on s'est mis d'accord qu'elle allait tenter l'expérience. Qu'à un moment, elle disait carrément, j'arrête, quoi. Je rentre chez moi à Paris, c'est pas la peine, quoi. Et finalement, elle l'a fait. Et pendant les 36 heures, moi, j'étais particulièrement attentif à elle. Je la regarde parce que je les laisse pas 36 heures tout seul, hein. Je guide des méditations, je les amène en nature. Enfin, je suis toujours avec eux. Et j'étais assez attentif à elle pour voir comment elle allait réagir. Je voyais que ça allait, pas de manifestation de détresse. Elle a jamais fait appel à moi. Et en fait, au moment du débriefing, à la fin de la retraite, donc quand on a parlé notamment de cette période de silence, elle a dit j'ai eu une révélation. Qu'en fait, il y a tellement de choses qui coexistent en dehors de mon acouphène. Elle dit quand j'étais dehors, en fait, je me rendais compte que mon attention n'était pas forcément capturée par mon acouphène, mais que je pouvais entendre d'autres choses autour, les oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles. Puis je pouvais regarder des choses, toucher des choses, sentir. Et elle dit j'ai eu plein de joie. Et alors elle a dit cette phrase très très forte. Elle dit je me suis rendu compte que je n'étais pas que mes acouphènes, que j'étais bien plus que ça. Et ça, c'est magnifique quand un thérapeute entend ça, parce qu'on dit, ça y est, le patient, il se décentre de sa pathologie, il se rend compte qu'il est plus que ça, et elle a dit, je vais rentrer sur Paris, rien ne sera plus jamais comme avant, j'ai compris que je pouvais être seule avec moi-même, je suis pas obligé de toujours me sureccuper, et j'ai eu de ces nouvelles un peu après, et effectivement, ça va mieux, beaucoup mieux. Donc ça, c'est si on n'avait pas été dehors, parce qu'on a passé beaucoup de temps dehors, et donc c'est vraiment ce contact, ces moments qu'elle avait seule dehors, qui lui ont fait prendre conscience de cela, qu'elle était plus grande, que le monde était plus vaste, bien plus vaste que ses acouphènes. Et donc là, je trouve, voilà, parce qu'on l'a fait dehors, elle a eu ce bénéfice, et je trouve ça très, très beau. Et puis ce qu'il y a de très beau dans ce que tu dis, c'est comme si ce silence avait vraiment permis une véritable écoute de l'environnement, de la nature. Ouais. En fait, dans ce silence, elle s'est écoutée. Elle a aussi écouté ses craintes, ses appréhensions. Elle a écouté sa détresse. Elle a écouté comment elle fait d'habitude. Et puis, elle a entendu autre chose. Okay. D'accord. Pour finir, peut-être, pourrais-tu, en quelques mots, si tu avais une définition de l'écothérapie, ce serait quoi pour toi ? Une grande question. Moi, je dirais que c'est un dispositif thérapeutique qui se base sur la médiation
avec l'environnement naturel et pour moi avec l'objectif pour le patient d'amener, de favoriser bien la présence dans l'instant présent, la régulation émotionnelle, un travail réflexif et introspectif, et puis j'aurais envie de dire une sorte d'éveil, d'ouverture à ce qui est plus grand, quoi. Voilà, je pourrais peut-être dire ça aujourd'hui, en tout cas. D'accord. Grand merci. Merci Charlotte, c'était très sympa, dans un chouette endroit, donc c'était chouette d'être ici. Bercé par le bruit du vent dans les arbres là qui s'agit. Ouais, et puis au pied de ce grand acacia là qui nous a accompagnés. Merci pour ce moment. Merci à toi, merci à la nature. Merci, oui.